Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va concerner la conduite à tenir devant une embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire, c'est quoi? C'est une obstruction. Obstruction, elle est brusque, elle est brutale, totale ou bien partielle d'un tronc ou bien du tronc de l'artère pulmonaire ou bien d'une branche de l'artère pulmonaire, soit ici ou bien ici. Donc, elle peut être soit proximale si l'obstruction elle est ici, elle se situe dans le tronc de l'artère pulmonaire, elle est dite proximale, soit distale si elle touche une branche plus distale des artères pulmonaires. L'obstruction se fait, la cause la plus fréquente, c'est la TVP, c'est-à-dire la thrombose veineuse profonde. L'obstruction, le thrombus n'est jamais in situ, il est toujours causé par un embole qui est détaché d'un thrombus qui est loin des artères pulmonaires. Donc, il y a un thrombus ou bien un embole qui va se détacher d'ici et va vers les artères pulmonaires et cause une obstruction et donc une embolie pulmonaire. Donc, la clinique, qu'est-ce qu'on va voir dans la clinique? La clinique, les symptômes sont généralement pas spécifiques. Donc, on va trouver ces symptômes dans toutes les pathologies cardio-respiratoires. Donc, ici, c'est pour ça le diagnostic est très difficile. La clinique est dominée par une dyspnée. La première des choses, le patient va avoir une dyspnée. Elle est assez fréquente. Soit elle est de cause c'est une forme distale, c'est une embolie pulmonaire distale, donc elle est causée par une réaction pleurale. Sinon, c'est une embolie pulmonaire proximale, elle est causée par l'état de choc qui est causé par la dilatation du ventricule droit. Aussi, le patient va avoir une douleur thoracique qui est aussi très fréquente. Si c'est une embolie pulmonaire distale ou bien périphérique, la douleur thoracique va être de type pleural, d'un point de côté avec augmentation, elle augmente cette douleur à l'inspiration profonde. Si c'est une forme proximale, donc la douleur thoracique va être pseudo-angineuse ou bien angineuse, elle est causée par l'ischémie du ventricule droit, qui est causée aussi par l'hypertrophie du ventricule droit. Et aussi, on a le troisième symptôme, c'est la tachycardie. La tachycardie aussi, elle est très fréquente. La tachycardie, elle a deux causes, soit causée par l'angoisse, à cause de cette douleur thoracique, donc le patient va avoir le stress et l'angoisse, et donc ça va déclencher une tachycardie, ou bien elle est réactionnelle à l'hypoxie, parce que dans l'embolie pulmonaire, il y a l'hypoxie, et donc cette tachycardie, elle est réactionnelle à l'hypoxie. Aussi, le patient peut avoir une fièvre, mais elle est pas très fréquente, parce que la fièvre, elle est soit causée par une phlébite, si on a vu qu'il y a un patient avec le patient qui a venu avec un tableau clinique, on ajoute une fièvre, donc ça c'est directement, on pense à une phlébite, c'est-à-dire l'inflammation de la veine profonde du membre inférieur causé par le thrombus, causé par la TVP. Sinon, si la fièvre est tardive, donc on pense directement à l'infarctus pulmonaire, causé bien sûr par l'embolie pulmonaire. Autres signes qui sont plus graves, on a la syncope. La syncope, c'est quoi? C'est une diminution brutale de la perfusion cérébrale. Donc, le patient va chuter brutalement. Et donc, la syncope, elle est plus grave. Pourquoi? C'est un signe de gravité. Pourquoi? Parce qu'elle signe la diminution brutale du débit cardiaque. C'est-à-dire la fraction d'éjection du ventricule gauche, elle a diminué brutalement. Et donc, ça, c'est un signe de gravité qui indique qu'il y a une compression du ventricule gauche. Aussi, comme signe de gravité, on peut voir le patient va avoir un collapsus cardiovasculaire, c'est-à-dire une chute brutale de la tension artérielle qui va être inférieure à 80, la pression artérielle systolique va être inférieure à 80 mm/Hg. Donc ça aussi c'est un signe de gravité, et le plus souvent on va voir cette diminution, cette chute de pression artérielle va être accompagnée d'une souffrance viscérale, c'est-à-dire par exemple ce sont les signes de choc, par exemple les marbrures, la dilatation des vaisseaux des membres inférieurs, la froideur des extrémités, les souffrances rénales, insuffisance rénale par exemple, les signes sont l'oligo-anurie, etc. Donc ça sont les signes de choc. Le patient va avoir une pâleur, l'insuffisance rénale et des marbrures. Aussi, donc après ça, après
Ça, c'est en général, on a parlé sur la clinique. Quels sont les signes que le patient avec une embolie pulmonaire peut avoir? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Quelle est la démarche diagnostique? On va commencer par l'interrogatoire qui est un examen capital. Donc, pour évoquer le diagnostic d'une embolie pulmonaire, pour faire une suspicion du diagnostic, il faut l'association d'un facteur de risque de l'embolie pulmonaire, c'est-à-dire la triade du Virchow, et aussi, il faut que le patient présente au moins un des signes de l'embolie pulmonaire. Donc, un interrogatoire, qu'est-ce qu'on va rechercher? On va rechercher les signes fonctionnels, quels sont les signes que le patient a ressentis. Aussi, il faut rechercher les facteurs de risque. Il faut interroger le patient si elle a eu un plâtre récent, est-ce qu'elle a été alitée pendant une période qui est prolongée dans la période précédente, est-ce qu'elle a eu une intervention chirurgicale, est-ce que c'est une femme enceinte ou bien c'est une femme qui a accouché dernièrement dans cette dernière période. Aussi, il faut chercher si le patient a un antécédent de phlébite. Phlébite, c'est une phlébite récidivante. Et il faut rechercher les signes de thrombophilie, c'est-à-dire les signes de l'hypercoagulabilité, soit elle est congénitale ou bien acquise. Donc, si elle est congénitale, il faut chercher une notion de thrombophilie dans la famille. Après ça, après l'interrogatoire, on va faire un examen général. L'examen général consiste à mesurer la pression artérielle pour classifier l'embolie pulmonaire. Parce qu'il y a deux types. Soit c'est une embolie pulmonaire avec chute de pression artérielle, donc ça, c'est une embolie pulmonaire qui est grave. Soit c'est une embolie pulmonaire avec une pression artérielle normale. Aussi, il faut chercher dans l'examen général, il faut rechercher les signes de choc qu'on a parlé, c'est-à-dire les signes d'insuffisance rénale, les marbrures, froideur des extrémités, la pâleur, etc. Donc, après ça, après l'examen général, on va faire un examen pulmonaire. L'examen pulmonaire est généralement normal, surtout au début, il va être normal. Sauf quelques cas, il y a des patients, à cause de cette embolie pulmonaire, ils vont avoir une bronchoconstriction réflexe. Cette bronchoconstriction, si on fait une auscultation pulmonaire, on va ausculter des rats sibilants. Aussi, si le patient présente, si l'état de patient a été aggravé vers un infarctus pulmonaire, donc le patient va avoir on va ausculter des râles crépitants. Après l'examen pulmonaire, on va faire un examen cardiaque. L'examen cardiaque consiste généralement à faire une inspection. Aussi, il y a l'auscultation. À l'auscultation, c'est un examen clé. Qu'est-ce qu'on va ausculter? On va rechercher s'il y a une tachycardie. Aussi, on va ausculter s'il y a un éclat de B2 pulmonaire, c'est-à-dire on va ausculter ici dans le foyer pulmonaire. S'il y a un éclat de B2, pardon, ça signe le bruit B2, ça signe, c'est un signe d'une hypertension artérielle pulmonaire. Aussi, il faut rechercher si le patient a des signes d'insuffisance cardiaque droite. Quels sont les signes d'insuffisance cardiaque droite? On va, par exemple, le patient va avoir un galop droit, aussi à l'auscultation, c'est-à-dire un bruit surajouté à droite. Aussi, il faut chercher si le patient a une hépatomégalie douloureuse. Donc, si elle est douloureuse, donc ça signe qu'elle est causée par l'insuffisance cardiaque droite. Et enfin, il faut chercher les œdèmes des membres inférieurs. Après ça, il faut chercher ici le signe de Harzer. Cette signe, c'est-à-dire la palpation du choc de pointe, on va palper cette choc de pointe dans l'état normal, c'est dans le cinquième espace intercostal gauche. Mais si un patient présente une hypertrophie ou bien dilatation du ventricule droit causée par cette embolie pulmonaire, donc le signe de Harzer, le choc de pointe, on va le palper dans le foyer exuphoïde. Donc ça signe qu'il y a une hypertrophie du ventricule droit. Après ça, concernant l'examen cardiaque, après l'examen cardiaque, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un score. Il faut calculer le score de probabilité. Il y a quelques scores qui sont appelés le score de Wells et de Genève. Quels sont les scores de Wells et de Genève? Dans ces deux cas, le plus utilisé c'est de Wells, et aussi maintenant on utilise la version simplifiée. Donc comment on calcule ce score? Ça c'est clinique, c'est un corps clinique. On va par l'interrogatoire chercher si le patient a par exemple un antécédent d'embolie pulmonaire ou bien d'un TVP, donc on note un point.
Si la fréquence cardiaque est supérieure à 100 battements par minute, donc c'est une tachycardie, on note un point. Si le patient a eu une chirurgie ou bien immobilisation dans les 4 dernières semaines, c'est la même chose, un point. Hémoptysie, un point. C'est si le patient présente un cancer évolutif, donc ça rentre dans le cadre de l'hypercoagulabilité acquise, donc on note un point. S'il y a des signes cliniques de TVP, ou bien enfin si le patient a un diagnostic alternatif moins probable que l'embolie pulmonaire, c'est-à-dire à partir des signes cliniques, on a pensé à, par exemple à deux diagnostics ou bien à deux diagnostics probables, c'est-à-dire un de ces diagnostics c'est l'embolie pulmonaire et une autre chose. Donc si l'autre diagnostic est moins probable que l'embolie pulmonaire, on note un point. Et enfin on calcule par le score à deux niveaux maintenant. Donc, si le score est entre 0 et 4, c'est une embolie pulmonaire peu probable. Si le score est supérieur ou bien égal à 5, donc c'est une embolie pulmonaire probable. Ça, c'est concernant la version originale. Mais la version simplifiée, c'est juste entre 0 et 1 et supérieur ou bien égal à 2. Après ça, il y a aussi le score de Genève. C'est la même chose, à peu près, c'est la même chose. Et après, ça concernant l'examen clinique, c'est-à-dire il faut calculer la probabilité parce que ça nous aide à faire la démarche diagnostique pour les examens complémentaires. Il faut qu'on a le score de la probabilité et aussi il faut faire les examens généraux, pulmonaires et cardiaques. Après les examens, les examens cliniques, comment on fait la prise en charge? D'abord, pour faire une prise en charge, il faut éliminer les étiologies urgentes. C'est-à-dire un patient qui vient faire les urgences à cause et qui plaint d'une douleur thoracique et dyspnée. Donc, on pense par exemple à un EDM. Donc, il faut faire, ou bien par exemple un OAP, etc. Donc, il faut faire deux examens complémentaires. Ce sont l'ECG et la radiographie thoracique. Il faut faire ces deux examens en urgence pour éliminer toute autre cause urgente, toute autre étiologie urgente. Par exemple, si par exemple le patient a un SCIA positif, donc ça c'est une urgence, donc il faut d'abord éliminer les autres urgences pour faire avant de faire la démarche de diagnostic de l'embolie pulmonaire. Donc, pour éliminer les étiologies, on va faire un ECG. Si le CG ne présente pas SCA, donc ça, on a éliminé la SCA positive. Généralement, dans l'ECG, en cas d'une embolie pulmonaire, le patient va avoir des signes de l'hypertrophie ventriculaire droite. Par exemple, une onde R qui ample en V1 par exemple, aussi par exemple les signes les autres signes d'une embolie pulmonaire, c'est l'aspect S1Q3. Le aspect S1Q3, c'est-à-dire l'onde S qui ample dans D1 et onde Q qui ample dans D3 par rapport à la normale. Aussi, par exemple, il y a le T négatif, surtout de V1 à V4, une tachycardie sinusale, un bloc de branche droit, et aussi en cas d'une embolie pulmonaire, ce sont par exemple une déviation axiale droite, sont tous des signes d'une hypertrophie ventriculaire droite qu'on peut retrouver dans le CG, mais ces signes ne sont pas constants et ne sont pas spécifiques. Après ça, il faut aussi, on a dit qu'il faut faire un téléthorax. Donc le téléthorax, qu'est-ce qu'on va voir? Le téléthorax aussi pour éliminer d'autres étiologies urgentes. En cas d'une embolie pulmonaire, on va voir quelques signes qui sont, par exemple, on a quelques signes qu'il faut apprendre, qui sont par exemple, on a le signe de Westermarck. Le signe de Westermarck, c'est quoi? C'est une hyperclarté. L'hyperclarté, s'il y a par exemple une personne a une embolie pulmonaire, donc une de ses artères, elle est bloquée, elle est obstruée, donc il n'y a pas le flux sanguin, donc c'est pour ça on va voir une hyperclarté. Ça, c'est le signe de Westermarck. Aussi, il y a le signe de Fleischner, c'est-à-dire une l'artère pulmonaire droite va être dilatée et va être vue dans la radiographie pulmonaire, elle est très dilatée. Et il y a le signe, par exemple, le signe de Hampton. Ça, c'est ça signe qu'il y a un infarctus pulmonaire, c'est-à-dire on va voir une opacité qui ressemble à un triangle, et donc ça signe qu'il y a un infarctus pulmonaire. On a aussi une atelectasie. Le patient peut voir une atelectasie en bande. L'atelectasie est causée par la bronchoconstriction, c'est-à-dire s'il y a un segment qui est concerné par l'embolie pulmonaire n'est pas perfusé, avec le temps, il ne va pas être
ne va pas être ventilé. Donc il y a une bronchoconstriction réflexe qui, ça c'est une réaction du corps pour conserver l'O2, donc et pour dévier l'O2 vers les autres espaces, les autres segments du poumon qui sont perfusés. Donc c'est pour ça que le patient va avoir une atelectasie. L'atelectasie c'est quoi? C'est-à-dire la diminution du flux de la ventilation à un segment. Donc cet segment va être comme une ligne blanche. Ça, c'est au téléthorax. Donc, ça, ce sont les signes. Il y a aussi le signe de Zaufel. Ça, c'est-à-dire un épanchement pleural. Le patient peut avoir un épanchement pleural de faible abondance, c'est-à-dire c'est un simple comblement du cul-de-sac. Et quand le patient va avoir cet épanchement pleural, c'est surtout en cas d'une embolie pulmonaire distale et à cause de la réaction pleurale. Ça, c'est concernant le thorax. Donc, après qu'on a fait ces deux examens complémentaires, en première intention pour éliminer les autres étiologies urgentes, on va après ça faire une autre démarche diagnostique. Donc, comment on fait cette démarche diagnostique de l'embolie pulmonaire pour confirmer le diagnostic de l'embolie pulmonaire? On a dit qu'il y a deux types d'embolie pulmonaire selon l'examen clinique. Il y a une embolie pulmonaire avec une hypotension et état de choc. Ça, c'est une embolie pulmonaire qui est grave, à haut risque. Et il y a l'embolie pulmonaire avec une tension artérielle normale. Donc, chacun de ces types a une démarche différente. Si c'est une embolie pulmonaire, si le patient présente une embolie pulmonaire avec une hypotension et état de choc, ça c'est une embolie pulmonaire qui est grave. Qu'est-ce qu'on va faire directement? Le premier examen à faire, c'est l'angioscanner. L'angioscanner, c'est l'examen clé. L'angioscanner consiste à injecter un produit radioactif et après ça faire le scanner. Le produit iodé et après ça on fait le scanner. Ça c'est un examen clé du diagnostic, c'est l'angioscanner qui va nous montrer qu'il a une sensibilité et spécificité qui sont très élevées, mais il va nous montrer comment on voit l'embolie par l'interruption du produit radioactif, du produit iodé. Il est bien sûr il est contre-indiqué chez un patient insuffisant rénal ou bien si c'est une femme enceinte. C'est un examen de certitude, donc c'est l'angioscanner, c'est un examen de certitude, mais il n'y a pas une sensibilité à 100% parce qu'il y a des cas où l'embole est très distale, c'est-à-dire situé en périphérie, donc l'angioscanner ne va pas détecter cette embole. Donc ça, si on a dit que si c'est un patient si le patient présente une embolie pulmonaire avec une hypotension et état de choc, le premier examen à faire c'est l'angioscanner. Donc on va voir, il y a des territoires où l'angioscanner n'est pas disponible. Donc si l'angioscanner est disponible, on fait directement l'angioscanner. Si l'angioscanner n'est pas disponible, ou bien si c'est une femme enceinte ou bien une personne insuffisante avec une insuffisance rénale, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le premier examen, c'est l'écho-cœur, c'est-à-dire surtout c'est l'échographie transœsophagien. L'écho-cœur, si c'est un patient avec état de choc, le plus souvent on va montrer, c'est pas le plus souvent, c'est-à-dire si la personne présente des états de choc, donc l'écho-cœur, sûrement il va montrer une hypertrophie ventriculaire droite comme elle apparaît ici, une hypertrophie ventriculaire droite avec le symptôme paradoxal qui va comprimer le ventricule gauche, et donc ça c'est ce qui est responsable parce que le ventricule gauche, s'il est comprimé, donc il va pas faire l'éjection systolique va diminuer, donc si la fraction d'éjection a diminué, donc les débits cardiaques diminuent, et ça ce qui va causer l'état de choc. Donc ça ce qu'on va voir à l'échographie. Donc si on a vu cette surcharge ventriculaire droite, c'est-à-dire cette hypertrophie ou bien dilatation ventriculaire droite, donc ça, c'est ce qui confirme le diagnostic si l'angioscanner n'est pas disponible. Donc, s'il n'y a pas cette surcharge, donc il faut rechercher d'autres causes. Parce que si le patient présente une embolie pulmonaire avec état de choc, c'est sûrement qu'il y a une surcharge du ventricule droit. Sinon, s'il n'y a pas cette surcharge à l'échographie, il faut rechercher d'autres causes de cet état de choc. Si le patient présente cette surcharge du ventricule droit, donc il faut évaluer la situation. Si l'angioscanner est disponible, donc il faut faire le scanner, mais le patient il doit être stabilisé. Si l'angioscanner n'est pas disponible, donc il faut débuter directement le traitement, c'est-à-dire la thrombolyse, la reperfusion de l'embolie pulmonaire.
Donc, si on a confirmé le diagnostic, il faut faire la thrombolyse, c'est-à-dire injecter quelques substances comme l'actylis et la métallyse, et on injecte en intraveineux ils ont comme rôle la dissolution du caillot qui est présenté à l'intérieur, à l'intérieur de l'artère pulmonaire. Si ça, c'est concernant l'embolie pulmonaire avec état de choc, c'est-à-dire l'embolie pulmonaire à haut risque. Si c'est un patient, si le patient présente une embolie pulmonaire avec une tension artérielle normale, donc c'est un patient non à haut risque, donc il faut évaluer la situation. Si il y a une suspicion clinique, la suspicion clinique dans l'embolie pulmonaire, comment on va à la suspicion clinique, c'est-à-dire il faut que le patient présente un facteur de risque d'une thrombose veineuse profonde, et aussi il faut que le patient présente au moins un des signes de l'embolie pulmonaire. Donc s'il y a une suspicion clinique, donc s'il n'y a pas une suspicion clinique, on ne fait rien. Mais s'il y a une suspicion clinique d'une embolie pulmonaire, on intervient selon la probabilité. On a parlé sur la probabilité, les scores de probabilité. Donc si c'est une probabilité forte, donc, si le patient présente une probabilité forte, il faut faire l'angioscanner, c'est le premier examen de choix. Si le patient présente une probabilité forte, il faut faire l'angioscanner. Si on a vu cette thrombus à l'angioscanner, il faut directement débuter le traitement. Si on n'a vu rien à l'angioscanner, il faut faire d'autres examens, parce qu'on a dit que l'angioscanner parfois ne peut pas détecter cette thrombus. Il faut faire d'autres examens. Par exemple, il y a la TVP. La TVP aussi, l'écho-doppler des membres inférieurs pour chercher la TVP. Cet écho-doppler, on peut le faire aussi si c'est un patient avec une contre-indication à l'angioscanner. Donc là, l'écho-doppler, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir après qu'est-ce qu'on va voir à l'écho-doppler. Donc, soit on fait l'écho-doppler, soit on fait la scintigraphie. C'est-à-dire, si on n'a vu rien à l'angioscanner, soit on fait l'écho-doppler ou bien on fait la scintigraphie. La scintigraphie pulmonaire aussi, c'est un examen qui a une grande sensibilité et spécificité. Donc, la scintigraphie consiste à quoi? Consiste à faire la différence entre la ventilation et la perfusion du segment, des segments du poumon. Donc, s'il y a une embolie pulmonaire, on va voir qu'il y a un territoire qui est non perfusé, c'est-à-dire la non-perfusion est causée par l'embolie pulmonaire. L'obstacle va diminuer la perfusion des segments du poumon. Mais il est ventilé normalement, donc ça va confirmer le diagnostic que c'est une embolie pulmonaire. Et la scintigraphie se fait par l'inhalation. Le patient va inhaler des produits radioactifs, et aussi pour ça, l'inhalation du produit radioactif a pour but de mesurer la ventilation, de voir la ventilation, et après ça, on injecte du produit radioactif pour évaluer la perfusion. Et donc, un segment concerné par une embolie, s'il y a une embolie, on va voir un territoire qui est ventilé normalement, mais n'est pas perfusé. Mais attention, la scintigraphie, elle se fait précocement dans les 48 heures, parce qu'après on a dit qu'après ce segment il va être aussi non ventilé, si on a fait la scintigraphie tardivement, on va voir que le segment n'est pas ventilé et n'est pas perfusé. Aussi, la scintigraphie est contre-indiquée chez la femme enceinte. Ça, c'est concernant si c'est une probabilité forte. Donc si on a vu que l'écho-doppler ou bien l'angioscanner sont positifs, aussi il faut faire le traitement. Si c'est une probabilité faible ou bien intermédiaire, le premier examen à faire, ce sont les D-dimers. Il faut le dosage des D-dimers. On ne va pas faire l'angioscanner parce que l'angioscanner est coûteux et aussi dangereux pour le malade. C'est pour ça le premier examen à faire, ce sont les D-dimers. C'est quoi les D-dimers? Ce sont des produits de dégradation de la fibrine. Ils vont être augmentés en cas d'une embolie pulmonaire. Les D-dimers ont une excellente valeur prédictive négative. C'est-à-dire, si les D-dimers sont négatifs, ça élimine exclusivement le diagnostic de l'embolie pulmonaire. Mais ils ne sont pas spécifiques. C'est-à-dire, s'ils sont positifs, donc ils ne sont pas positifs juste dans l'embolie pulmonaire. Il y a plusieurs pathologies qui peuvent positiver les D-dimers. Donc, c'est pour ça, si une probabilité faible ou intermédiaire, il faut dosage des D-dimers. S'ils sont négatifs, comment savoir que les D-dimers sont négatifs? Si la valeur elle est inférieure à 500, si la valeur inférieure à 500 microgrammes. Donc, ça c'est concernant un patient qui est âgé de 50 ans. D'accord, si le patient, ça c'est 500 nanogrammes par millilitre. Donc, si le patient est
l'âge du patient est inférieur à 50 ans, il faut que les dédimères sont inférieurs à 500 nanogrammes par millilitre. Si le patient est âgé de plus de 50 ans, donc le seuil de dédimères qu'on va calculer, il faut qu'on multiplie l'âge du patient fois 10, et donc ça, après ça, on obtient le seuil des dédimères qu'on va comparer pour savoir si les dédimères sont positifs ou négatifs. Donc ça, s'ils sont positifs, ça élimine le diagnostic, on ne va pas faire le traitement. S'ils sont positifs, il faut faire un jeu scanner pour confirmer. Il y a d'autres examens complémentaires. On a dit que la TVP, on fait l'écho-Doppler pour rechercher s'il y a un TVP. Quand est-ce qu'on fait l'écho-Doppler? Si il y a l'angioscanner ne montre rien, ou bien si c'est une femme enceinte ou bien une personne avec contre-indication aux produits iodés, il faut faire l'écho-Doppler pour rechercher s'il y a un thrombus. S'il y a une TVP proximale, c'est-à-dire dans la veine iliaque ou bien fémorale, ça confirme le diagnostic. Si c'est une TVP distale, il faut faire d'autres examens pour confirmer le diagnostic d'une embolie pulmonaire. Donc, parce que la TVP distale, elle est plus distale, donc ça ne confirme pas le diagnostic. TVP distale, c'est-à-dire dans les veines entre le genou et le pied. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans l'échographie, l'écho-Doppler? L'écho-Doppler, on ne va pas voir le thrombus, mais par contre, on va voir l'incompressibilité de la veine. À l'état normal, ici dans le A, la veine elle est compressible. Quand on fait une pression dans les veines des membres inférieurs, la veine elle est compressible. Ici, l'artère elle apparaît normalement, mais la veine n'apparaît pas, elle est compressible. Mais si le patient a une thrombose veineuse profonde, la veine elle est incompressible. Ça, la veine, elle est toujours visible. Malgré on a fait une compression sur la veine, on a appuyé sur la veine, mais elle est toujours visible. Donc ça signifie que cette veine elle a un réseau à haute pression et causé par cette TVP. Et donc ça confirme qu'il y a une TVP. Aussi, il y a d'autres examens comme la gazométrie artérielle. La gazométrie artérielle, qu'est-ce qu'on va voir généralement? On va voir une hypoxie, c'est-à-dire, ça c'est bien sûr, il y a une hypoxie, la diminution de l'O2, et le patient va avoir généralement une hypocapnie. L'hypocapnie avec une alcalose respiratoire. L'hypocapnie, pourquoi? Parce que s'il y a une hypoxie, donc le patient, il y a comme réaction à cette hypoxie, c'est la polypnée. Donc le CO2 est très diffusible. Donc s'il y a une polypnée, le CO2 va sortir de façon excessive, et ça, ce qui va causer une hypocapnie qui va être associée avec une alcalose respiratoire. Et aussi, il y a l'angiographie pulmonaire. L'angiographie, ça, c'est un examen de certitude qui va montrer directement le thrombus, mais elle n'est pas utilisée pour début ce diagnostic parce qu'elle est très invasive. Elle est utilisée juste pour début thérapeutique, comme par exemple l'embolectomie, c'est-à-dire l'élimination de l'embole. Donc, le lieu et les médicaments utilisés pour le traitement sont selon la gravité de l'embolie pulmonaire. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va parler sur les traitements.